des débats contradictoires, une production de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, l'église au milieu du village. Aujourd'hui, nous clôturons un thème que nous avons lancé le mois dernier. Il s'agit du thème relatif au rôle de l'opposition politique dans la réussite du processus électoral en République démocratique du Congo. Donc nous avons ici trois tendances un peu différentes de l'opposition pour clôturer ce thème. Et je vous présente tout de suite nos trois invités. Nous avons donc Jean-Paul Kazamba qui est du MSR Ensemble. Bonsoir. Bonsoir madame. Opposition. Vous êtes face à deux autres invités de la même tendance. Nous avons Augustin Bissimois. Vous êtes vous de la société civile, vous avez signé la charte qui soutient en fait Sani Badibanga. C'est bien ça, la présentation est complète, vous avez ajouté. Oui madame, c'est pas à dire qu'on a signé la charte, mais tout simplement Rosico a adhéré au projet de société de Sani Badibanga pour cause c'est un projet réellement qui représente la volonté et les besoins de la population. D'accord. Malik Saïenda Boufaya, vous c'est le PND, Parti National pour la Démocratie, n'est-ce pas? Oui. Et vous êtes également membre de Ensemble. Merci beaucoup madame. Et merci à vous trois d'être l'invité de ce magazine. Nous allons faire un tout petit peu de pédagogie. Pas beaucoup de contradictions, nous voudrions que la population comprenne le rôle que devrait jouer l'opposition politique dans un système démocratique. Alors, c'est la première fois que je vous reçois dans le cadre de ce thème, donc je pose une question comme ça, un peu qui va ramasser tout. Comment vous vous définissez vous-même en tant qu'opposant? Ou la question posée autrement, comment définissez-vous l'opposition politique? Madame, la vie politique est faite des inputs et des outputs. Ça, c'est David Winston qui dit ça. Quand on parle des inputs et des outputs, ce sont des entrées et des sorties. Les entrées, ce sont les demandes de la population. Les sorties, ce sont les réponses que le pouvoir en place justement donne à cette population-là. En fait, l'opposition sert de courroie de transmission dans ces flux-là. L'opposition représente le peuple au travers le temple de la démocratie qui est le Parlement. À défaut, dans la rue, par les manifs et les meetings. L'opposition est une critique constructive. L'opposition dans un pays, lorsqu'il y a bâillement de l'opposition, c'est que déjà là, le pouvoir en place ou le système politique crée en lui-même les germes de sa propre destruction. Parce que l'opposition aide le pouvoir en place à améliorer son action politique. L'opposition en soi informe d'une façon objective la population dans les affaires de l'État. Parce que vous savez que le pouvoir qui est en place ne saurait être juge et parti. Donc, évidemment, l'opposition... fait une sorte de contrepoids. Évidemment, très primordial. Et d'ailleurs, pour vous dire que l'opposition joue le rôle de phare dans un camion. Imaginez un véhicule qui doit faire des kilomètres la nuit, mais sans phare. Combien de dégâts que ce véhicule va poser chemin faisant, la nuit, qui roule sans phare. Les phares sont importants dans un véhicule qui doit rouler coûte que coûte la nuit. C'est ça le rôle de l'opposition à côté du pouvoir qui est en place. C'est vrai, ici dans notre pays, vous voyez, nous sommes dans un pays où la démocratie est un peu balbutiante, où vous avez ce qu'on appelle par exemple la CENI, les CENSA, les CESA, que vous ne verrez pas ailleurs, qu'on appelle général des institutions d'appui à la démocratie. En principe, c'est l'opposition qui doit faire le contrepoids du pouvoir au travers du Parlement, à défaut, dans la rue. Mais quand vous avez ces histoires, c'est ça, c'est parce qu'il y a le balbutiement de la démocratie. Ailleurs, ce n'est pas la CENI qui organise les élections, mais c'est le ministère de l'Intérieur. À chaque pays, aujourd'hui, façon d'organiser les choses. Ici c'est par balbutiement de la démocratie. En principe, ça, c'est un service normal du ministère de l'Intérieur. D'accord. Vous avez parlé 2 minutes. On va donner un peu de vie à l'émission et je voudrais vraiment que ça tourne. Augustin Bissimois, même question. Comment vous définissez aujourd'hui au sein de l'opposition?
Bon, en fait, j'aurais du mal à définir une position pour autant qu'elle est issue de la société civile. Et quoi que nous ayons, n'est-ce pas, adhéré à ces projets de société. Mais je veux dire ici que lorsqu'il y a des élections dans notre pays, on se rend compte qu'il y a des programmes, il y a des projets de société qui sont vendus auprès de la population. Mais est-ce qu'il y a aussi une question que je voudrais vous poser, puisque vous êtes de la société civile, est-ce que c'est vraiment normal, ça se fait au Congo, nous avons deux tendances de la société civile. Il y a un groupe qui est proche du pouvoir et un autre groupe qui se dit proche de l'opposition. Est-ce que ça devrait se passer de cette manière-là? Tout à fait, c'est normal, comme l'a dit les collègues, il y a un problème de la démocratie balbutiante, parce qu'au fait, vous savez, ce qu'on appelle la politique, ça n'aurait dû pas avoir son sens. À partir du moment où la société civile est invitée aussi à voter, déjà, ça pose problème. C'est-à-dire que nous sommes au niveau où, dans les statuts des partis politiques, il y a des catégories de membres. Il y a ce qu'on appelle les membres effectifs, il y a des membres sympathisants, et donc la société civile qui ne participe pas activement aux activités des partis politiques, automatiquement, elle se retrouve dans la catégorie des membres sympathisants d'un parti politique donné. C'est pour cela qu'on n'aurait dit pas parler des questions d'apolitisme. C'est dans ce sens-là que nous disons que c'est normal. Elle est censée être au milieu du village quand même, la société civile. Au milieu, ce n'est pas toujours facile lorsqu'il s'agit d'un point de vue qui concerne la gestion du pays. Regardez un peu la charte qui régit la société civile, on nous dit que nous contribuons au développement durable du pays. Et on ne peut pas contribuer au développement durable du pays si on ne sait pas, n'est-ce pas, orienter les idées constructives. Et c'est dans ce sens que nous, au niveau des Rosico, nous avons compris qu'au stade actuel, et la population pleure beaucoup par rapport aux questions sociales. Et lorsque nous avons vu un homme qui a porté un projet de société qui parle de la redistribution des richesses dans ce qu'il appelle changement pour tous, nous n'avons pas le choix que c'est d'adhérer. D'accord. Définissez-nous votre rôle aujourd'hui en tant que contrepoids, par exemple, puisque vous êtes un peu proche de l'opposition. En fait, le rôle que nous devons jouer, c'est celui aussi de proposer, de suggérer des idées constructives lorsque les choses ne marchent pas. Et ça aurait dû être ça aussi le rôle de l'opposition. Mais malheureusement, dans notre pays, on s'est rendu compte qu'à un certain moment, l'opposition n'avait pas du tout joué son rôle. Et si aujourd'hui, il peut y avoir un combat d'idées, comme l'a dit les confrères, ça aurait dû être mieux dans notre pays. Ça aurait été une démocratie assise et non un combat de biceps où on voit les gens dans la rue et d'autres qui se tirent dessus. Il aurait été question que ce soit un débat d'idées. C'est comme ça que nous avons dit qu'il fallait adhérer parce qu'il s'agissait des idées. On n'a pas soutenu l'homme, mais on a soutenu ce qu'il a comme projet de société. C'est ce qui est tout à fait normal. Et lorsque les intellectuels vont au vote, ils viennent voter par rapport aux idées, mais pas par rapport aux individualités. Et c'est ça ce que nous devons apporter comme changement. Nous, au niveau des Rosico, nous apportons ça comme nouveauté dans notre pays. On vient de voter pour le contenu, les projets de société. Absolument. On parle vraiment de ce que le futur président de la République aura à vendre en fait à la population. Alors, Manix Yenda Boufaya, même question, vous êtes de l'opposition depuis un bon bout de temps, comment vous vous définissez au sein de cette famille politique? Merci beaucoup madame, la question elle est très pertinente, mais je voudrais quand même placer une incise pour bien orienter cette question. Dans notre pays, nous avons une législation qui a justement réglementé le domaine de l'opposition. Déjà même, j'ai salué le courage des acteurs politiques congolais qui, au lendemain même de clivages et des conflits politiques qu'on a connus depuis 2001, se sont concertés autour d'une table justement pour nous pondre une architecture constitutionnelle avec une innovation fondamentale qui considère justement l'opposition congolaise comme étant une institution à part entière et qui d'ailleurs devrait avoir un porte-parole. Qui d'ailleurs considère aussi à une certaine mesure les activités de l'opposition politique comme étant des activités sacrées. Et vous êtes sans ignorer que ce qui est sacré mérite justement un respect absolu. Et au-delà même de cette constitution, il y a une loi considérée par certains hommes et femmes de la doctrine, surtout la doctrine de droit constitutionnel, qui considère cette loi-là comme une loi de continuité de la Constitution, la loi organique, portant statut de l'opposition politique, qui définit justement l'opposition comme un courant politique qui fait le contrepoids. Je parle de l'esprit de la disposition de cette loi-là, qui constitue un garde-fou en vue d'établir une certaine limite contre le dérapage de la mouvance. Un contre-pouvoir, tout à fait. Effectivement, pour aider justement que
mouvance politique, le détenteur du pouvoir, de bien gérer la chose publique de l'État afin que nous puissions migrer tous vers un État véritablement prospère et un État plus beau qu'avant, comme nous dit notre préambule de la Constitution. Voilà, l'opposition a aussi, entre autres, rôle de faire en sorte qu'il y ait une alternance politique, renouvellement de la classe politique et tout ça. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que le rôle de l'opposition politique en RDC a pleinement joué son rôle jusqu'ici? Madame, c'est pour ça que je vous disais que, comme je disais... Cette question parce que déjà votre co-débatteur Auguste Bissimois a déclaré que l'opposition n'avait pas joué pleinement son rôle, contrairement à ce que pensent certains. Madame, c'est pour ça que je vous disais au début que le pouvoir en place pour survivre a besoin d'être à côté d'une opposition. Sans l'opposition, le pouvoir est en train de créer ses propres gemmes de destruction. Aujourd'hui, vous savez que l'opposition doit s'exprimer au travers du Parlement. Mais c'est vrai, vous savez aussi, il y a ce qu'on appelle une opposition extra-parlementaire. C'est vrai, il y a ceux qui pensent, à tort ou raison, que le Parlement est aujourd'hui à la merci d'une tendance et qui peut s'exprimer dans la rue. Ce qui est aussi démocratique, ce qui est constitutionnel. Il y a le droit de manifestation, liberté de manifestation, des réunions, des meetings et tout ça. Donc l'opposition, en fait, est en train de jouer son rôle, mais qui malheureusement se trouve étouffée. L'opposition est là pour éclairer la population. Étouffée. Elle ne peut le faire, madame. Il y a un manque d'organisation de votre côté. Non, madame. Ça va dans tous les sens. Madame, je vous dis une chose qu'aujourd'hui, si par exemple dans la Constitution, ce n'est pas au hasard quand les législateur parle de régime d'information. Les manifs sont un régime aujourd'hui d'information et non d'autorisation. Lorsque aujourd'hui l'opposition ou un parti veut marcher, il ne fait qu'informer l'autorité de la place pour qu'elle prenne des dispositions à sécuriser les manifestants. Mais ce n'est pas question d'attendre une autorisation. Non, c'est une information. Il ne fait qu'informer. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Que toutes les manifestations de l'opposition sont étouffées, tous les meetings sont étouffés. Mais comment l'opposition va s'exprimer? C'est ça le vrai problème. Vous savez qu'aujourd'hui, madame, je vous avais dit que dans des pays normaux, on ne parlera pas de la CENI ou du CENSA. Le CENSA, c'est un rôle que doit jouer le Parlement. C'est au Parlement que tout devait être traité au niveau des parlements. Je vous disais que les élections sont en principe devaient être organisées par le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, c'est la CENI qui organise, qui est le pouvoir technique d'organisation des élections. Mais cela n'en reste pas moins vrai que le gouvernement aussi a une part, a une attribution, a une charge, a une responsabilité. C'est-à-dire c'est de financer les élections, c'est de sécuriser ces élections-là. C'est là où l'opposition doit en principe jouer. Le gouvernement, vous savez qu'il y a une grande part de responsabilité, même au niveau de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui demande, vous savez, il y a des préalables au niveau de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui demande au gouvernement de remplir certaines demandes pour que les autres soient par exemple inclusifs, transparentes et autres. D'accord. Alors tout ça, l'opposition ne peut que les manifester au travers des meetings, au travers des marches pacifiques. Ça se passe comme ça. D'accord. Mais s'il est étouffé, si les marches sont rejetées d'un revers de la main, si les meetings sont rejetés d'un revers de la main, si les gens sortent et ils sont pris à partir par des armes à feu. Je vous retrouve tout à l'heure. Alors, Augustin Bissimois, vous avez dit que l'opposition politique n'avait pas pleinement joué son rôle. Vous pensez que les responsabilités sont partagées ou c'est simplement parce qu'au niveau de cette famille politique, on a du mal à parler de la même voix? En fait, il est vrai que sur les plans des principes, il se pose déjà un problème. Mais aussi, nous devons accepter que de l'autre côté, au niveau du pouvoir, on n'a pas du tout accepté que l'opposition joue pleinement son rôle. Parce qu'il y a aussi cette façon de pouvoir à tout moment exclure les autres et considérer que bon, parce qu'on y est, ça suffit et qu'on n'a pas à compter sur la voix des autres. Parce qu'en fait, comme le dit les confrères, on n'aurait dû pas rester dans les principes des marchés pour s'exprimer. Et en réalité, sur notre essieu, à l'opposition, on aurait dû avoir tout un gouvernement. C'est-à-dire, vous avez à l'opposition un ministre des Finances. Son rôle n'est pas d'aller gérer les finances, mais tout simplement de commencer à étudier quelles sont les entrées de la République. Au niveau des régies financières de la RDC,
combien entrent dans notre pays, en fait, l'opposition devrait être en mesure de savoir mieux organiser. Absolument. Et si on a ces idées-là, ça permet qu'on serve du contrepoids. Lorsqu'on présente un budget, par exemple, de 4 milliards ou de 5 milliards, l'opposition aurait dû directement présenter et dire, écoutez, vous avez minoré les recettes de la République. Parce qu'au fait, au niveau de régie financière, nous connaissons que la DGI fait entrer autant, nous connaissons que la DGN fait entrer autant, et tout ça, ça va apporter un plus à la gestion du pays. Mais lorsqu'on est au niveau seulement des manifestations, des meetings, je crois que ça ne va pas nous aider à apporter un plus dans notre pays. Il fallait que l'opposition ait un gouvernement que j'appelle évidemment un gouvernement qu'on appelle tacite là, qui va travailler, un ministre des budgets, un ministre des finances, un ministre de l'intérieur et de la sécurité, qui à un certain moment peut discuter avec son homologue pour lui dire, écoutez, sur le plan sécuritaire, voici ce que vous faites, mais vous aurez dû faire ça, ça allait changer les choses. Et là, nous avons quitté cet état d'une opposition qui sache donner des propositions concrètes, mais nous sommes au niveau où on est seulement dans la rue, et ça ne permet pas à tout prix que nous puissions avancer les choses. Nous pensons, nous l'avons dit à Samy Badibanga, nous au niveau de Rosico, nous sommes venus, mais nous ne sommes pas venus chez Samy avec une judiciaire vide. Nous lui avons dit, voici comment nous pensons qu'il faut travailler désormais. Et malheureusement, nous avons en face un pouvoir aussi qui est très orgueilleux de manière à ce que lorsqu'il y a des propositions d'un opposant, on chiffonne, on jette dans la poubelle, on se dit, mais qui est celui-ci? On oublie qu'en réalité, c'est un Congolais. Quoi qu'il soit à l'opposition, c'est un Congolais qui a aussi à apporter en termes de plus pour que les pays marchent. Parce que le souci de nous tous, c'est que notre pays quitte ce marasme. Nous sommes un pays qui fait la honte. Et nous pensons que ce n'est pas un problème de la majorité ni de l'opposition, c'est nous tous qui devons, n'est-ce pas, nous dire c'est notre pays, parce que lorsque nous sommes à l'extérieur du pays, et on ne saura pas dire que je suis de l'opposition, on va dire il est congolais. Et c'est comme ça que cette honte, tout le monde est en train de la suyer. Et nous devrions travailler pour arriver à monter la barre très haut. Au niveau de l'opposition, c'est vrai que ça va dans tous les sens. Hein. Donc, au dire d'Augustin Bissimois, il n'y a vraiment pas une organisation qui permet à cette famille politique d'être vraiment efficace sur le terrain. Bon, en fait, moi, je ne suis pas assez d'accord avec mon frère Augustin Bissimois lorsqu'il récuse un certain nombre d'efforts de l'opposition politique. Automatiquement, je pourrais répondre avec une affirmation que l'opposition politique fait un travail sacré, un travail de titan, un travail très dur. Et le travail de l'opposition, ça se justifie par le fait que le régime en place, le pouvoir de M. Kabila ne fait pas correctement son travail. Je l'ai entendu, il a dit tout à l'heure que l'opposition n'a pas que comme rôle d'organiser les manifestations, de meetings. Non, écoutez, nous sommes dans une logique et une philosophie de la démocratie. Cette opposition-là ne fait pas de l'opposition pour son propre compte. Il le fait au nom et pour le respect de la population congolaise. Et évidemment, lorsqu'il y a des déshydratats, lorsqu'il y a des problèmes en termes de gestion, en termes de mauvaise gouvernance, en termes de violation même de principes sacro-saints de la démocratie, cette opposition doit consulter le peuple pour rendre le compte sur la comptabilité de la mauvaise gestion diligentée par le régime en place. Et vous êtes sans ignorer que la manifestation, le droit de marché, ce sont des droits constitutionnellement garantis qu'on ne peut pas justement extraire dans le droit de cette opposition-là de pouvoir agir pour justement ce qu'on a dit au début, faire le contrepoids de ce pouvoir. On a parlé d'une organisation structurée. Je crois que nous sommes dans une réalité d'une opposition plus réelle, qui contient des partis politiques, des plateformes et des regroupements. Dans chacun, il a tout à l'heure brandi la vision de son partenaire politique dont il a signé, je ne sais pas si la charte ou encore la vision en termes de projet de société. Ça, c'est par rapport à leur parti. Je crois que s'il pouvait parler en termes de gouvernement, le gouvernement doit se structurer dans l'opposition au niveau de parti. Dans chaque parti, il doit y avoir celui qui joue le rôle d'un chargé de sport, celui qui joue le rôle d'un chargé de la jeunesse, celui qui joue le rôle d'un chargé de la justice. Parce que le jour où ce parti politique va gagner les élections dans n'importe quelle manche électorale, il va justement répercuter sa vision qui était au niveau du parti. C'est lui qui était le chargé de la jeunesse dans un parti X. Lorsqu'il prend le pouvoir, automatiquement, il sera le ministre de la jeunesse
Et c'est comme ça qu'on ne parlera pas de des parachutistes au sein des partis politiques. Mais l'opposition reste plurielle. Ils ont travaillé. Les acteurs politiques de l'opposition ont travaillé. Il n'y a toujours pas de porte-parole d'opposition. Non mais écoutez, c'est vrai, il n'y a peut-être pas de porte-parole de l'opposition, mais l'opposition travaille avec une solidarité sans fin. Vous avez vu comment est-ce qu'on a poussé les régimes de M. Kabila jusqu'à la porte, qui d'ailleurs a fait brandir à toute la population congolaise qu'il n'avait pas la volonté de lâcher le pouvoir. Aujourd'hui, si on peut parler de l'alternance politique, c'est justement grâce aux efforts sacrés de cette opposition qui travaille avec beaucoup de difficultés devant les cyniques. Point de vue, je prends Jean-Paul Kazamba. Vous avez dit que l'opposition devrait s'exprimer à travers des manifestations de rue, des meetings, des marches, mais également une structure interne. Je prends les propos de Bissimois Augustin, une structure interne qui permettrait à votre action d'être un peu plus efficace. C'est ce qui manque un peu à l'opposition politique. Bon, comme je l'ai dit, ça va un peu dans tous les sens. Je ne sais pas, Bissimois est en train de voler sur quelle planète, madame. Vous savez que ce que nous débattons aujourd'hui, ailleurs on ne débattrait pas sur ça. Aujourd'hui, on est en train de débattre, est-ce que le chef d'État qui a fait des mandats doit continuer ou pas? Ici, nous sommes en train de débattre sur l'élection, voir est-ce qu'on doit aller avec une machine à voter ou on ne doit pas aller avec une machine à voter. Ce qui là, ça se fait ailleurs. Ici, nous sommes en face d'une démocratie naissante. Les histoires comme... c'est un contrat social. Vous avez une constitution qui est un contrat social. Tout tourne autour de la constitution. Vous savez, aujourd'hui, c'est malheureux, madame, quand ailleurs, on nous voit se battre, les gens marchent, les gens même laissent leur peau dans la rue à cause d'une machine à voter. La CENI, madame, est indépendante des institutions, mais non pas indépendante de la loi qui la régit, qui est la loi électorale. Aujourd'hui, nous sommes au niveau des textes. Si aujourd'hui, ailleurs, si l'opposition ne marche pas assez, s'il n'y a pas trop de marche en France, permettez. Sous d'autres cieux, si vous ne voyez pas des partis politiques marcher dans la rue, si vous ne voyez pas des partis politiques faire des meetings, parce que là-bas, tout est régi par des textes. Aujourd'hui, nous avons difficile à respecter nos mêmes engagements, notre conscience, à respecter les accords qui sont signés entre partis. Ailleurs, les marches et les meetings sont faits plus par les syndicats, les groupes de pression. Je vous avais dit que la démocratie, dans la démocratie, l'opposition s'exprime au travers le temple de la démocratie, qui est plus le Parlement. Mais aujourd'hui, si l'État a prévu des marches, parce que nous sommes en face d'une démocratie qui est en train de naître, où vous avez difficile, où on peut parler du Parlement, mais qui en soi ne joue pas vraiment son vrai rôle. C'est ça le vrai problème. Imaginez par exemple le fait qu'aujourd'hui on doit parler, excusez-moi, parce que ce n'est pas le thème, hein, je voudrais parler comme ça, en passant, si on doit parler aujourd'hui de la machine à voter, est-ce que la machine doit être utilisée ou pas? Alors que vous avez une loi électorale qui a été établie par le Parlement, qui est vraiment noir sur blanc, il y a tout et là-dedans. Est-ce qu'ailleurs, par exemple, Thierry Zamey, par exemple, fait un mandat, on va aller dans un dialogue pour savoir est-ce que Thierry Zamey doit continuer ou pas? C'est ce que Congo est en train de vivre ça. C'est-à-dire que l'opposition est en train de faire un travail par rapport aux réalités qu'elle est en train de trouver sur le terrain. Qu'aujourd'hui nous sommes en face de non-respect des textes. Si aujourd'hui l'opposition par exemple, parce qu'en principe, comme je vous avais dit, ailleurs c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Nous aussi c'est aujourd'hui la CENI qui doit organiser ça. La CENI qui doit organiser, techniquement parlant, il y a le pouvoir qui doit financer, parce que le pouvoir en soi n'a rien à perdre si les élections n'étaient pas organisées. Parce que c'est ça en fait l'objectif du pouvoir. Conquérir le pouvoir et le garder le plus longtemps possible. Quel est le rôle mais à travers des élections? Mais aujourd'hui, oui madame, mais le vrai problème... La continuité exactement. Mais est-ce que le pouvoir facilite la tâche à la CENI pour que l'élection soit par exemple organisée? Justement, c'est ça le rôle de l'opposition. C'est-à-dire faire pression à la CENI par exemple, à la CENI, d'être respectueux des textes, qui est la loi électorale, qui est le calendrier électoral. Mais de demander aussi au gouvernement d'être respectueux, parce que c'est le gouvernement qui doit financer, par exemple, ce sont là les choses aujourd'hui que l'opposition doit faire. L'opposition se retrouve à une réalité qu'elle ne peut pas faire, c'est ça que toi tu demandes là. Aujourd'hui, l'opposition est en face des gouvernants qui ne savent pas respecter les textes.
la coalition qui a été votée par référendum par ce peuple congolais. Il n'est pas à même de la respecter. Donc aujourd'hui, raison pour laquelle cette opposition est obligée de se rabattre dans la rue. Non pas pour chercher, voir comment est-ce que le ministère des Finances a fait ce comme tu dis là, non, mais pour ne serait-ce tout simplement respecter les textes, respecter la constitution, respecter la loi électorale, respecter les calendriers électoraux. C'est là la raison, c'est raison pour laquelle l'opposition change la règle édigée. S'il vous plaît, il y a des pays où les choses marchent plutôt bien, mais où il n'y a pas d'opposition pratiquement. J'ai cité lors d'une de nos émissions ici le cas de la Chine. On vous dit mais l'opposition c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train d'avancer et d'autres qui les tirent par derrière. L'opposition par définition, madame, c'est les partis qui échouent aux élections. Lorsque les partis il part à l'opposition, c'est le pouvoir qui reste en place. Merci. Augustin Bissimois. Madame, je suis très ragaillardi que les collègues au finish me rejoignent parce qu'au fait, tout le monde est d'accord que ça aurait dû être ça. Mais ils sont en face d'un pouvoir qui ne permet pas qu'on les fasse. Là, au moins, je suis d'accord avec eux, parce qu'on sent comment ils ont chuté. Mais est-ce qu'il y a quand même eu une tentative d'organisation? En fait, le problème, c'est à quel niveau? Parce que si le plan de principe, on ne s'accorde pas, ça pose problème. Je disais tantôt, est-ce qu'il est interdit à une partie politique de l'opposition de rencontrer un Premier ministre qui veut présenter un budget et lui dire, écoutez, le budget de l'année passée était de 5 milliards. Mais nous avons analysé, nous connaissons très bien que notre pays fait entrer beaucoup d'argent, plus que ce que vous avez présenté. Et là, avec des chiffres à l'appui, je crois que ça aurait contribué au développement d'autres pays. Mais lorsqu'on s'est dit, bon, nous allons seulement les laisser faire, et puis nous irons dans la rue. Ce n'est pas ça ce qu'on appelle l'opposition constructive. Je pense qu'à un certain niveau, c'est ce qu'on a compris. Lorsque, par exemple, nous allons aux élections d'ici là, un sujet élevé, parce qu'en fait, je sais qu'apparemment, les choses sont en train de se passer autrement. Et donc, s'il y a un président qui a présenté un projet de société et qui gagne les élections contre les autres automatiquement ils se retrouvent à l'opposition et ils doivent récupérer les projets de l'autre et commencer à l'analyser et dire vous avez promis ça, où est-ce que vous en êtes? C'est comme ça qu'il faut marcher avec le peuple, parce que le peuple aussi a adhéré à un projet donné et le peuple attend. Regardez, en 2005 on nous a présenté ce qu'on appelle 5 chantiers. Et il fallait qu'il y ait une opposition qui récupère ça et qui commence cette fois-ci à marcher avec le pouvoir et dire premier trimestre, où est-ce que vous en êtes? On présente, n'est-ce pas, les tableaux sombres, aussi les plans exécutifs, et on dit voilà, à une année, à 2 ans, on se rend compte que les premiers chantiers, ça n'évolue pas. C'est-à-dire on fait pression par rapport à ça, en termes de correspondance, on rencontre les premiers ministres, on rencontre les ministres, et ainsi de suite, ça aurait dû être ça. Mais lorsqu'on s'est dit, bon, nous n'irons pas faire ça, on n'écrit pas, on ne fait pas de correspondance, on est seulement dans la rue, par moment, ceux qui sont en dehors des institutions, notamment la population, et ne trouvent pas son compte. Parce que cette population-là, que nous allons amener dans la rue, devrait comprendre avec des preuves à l'appui, écoutez, on a minoré. Notre pays fait entrer beaucoup d'argent, mais on nous a présenté 5 milliards comme budget. Et nous pensons que c'est insuffisant. Voici, dans les conférences au niveau de meeting, on présente les calculs, on présente les chiffres à l'appui, et bien le peuple est convaincu. Et c'est comme ça que lorsque maintenant on va aux élections, l'alternance est beaucoup plus facile, parce qu'au fait, on a un peuple qui a compris, qui a été soutenu et accompagné par une opposition qui à un certain moment faisait des propositions concrètes. Mais au niveau actuel, franchement, je ne trouve pas de propositions concrètes. J'ai aimé la fois passée, et les candidats au niveau de la présidence, ils sont en train de proposer à la CENI, ils sont en train d'écrire, ils écrivent des correspondances à la CENI pour dire voici les dangers de la machine. C'est comme ça, ça aurait dû être ça. Mais lorsqu'on se contente d'aller dans la rue, à un certain moment, soit on est infiltré, soit on fait face à des gens qui ne comprennent pas la démocratie, et ça nous étouffe. Et voilà pourquoi je pense que j'ai aimé que les collègues me rejoignent au finish. Mais il y a des pays... Je crois que l'organisation aurait dû être à ce niveau. Par exemple, l'époque où vous avez parlé du porte-parole de l'opposition, on sait comment l'opposition s'est battue pendant beaucoup de temps et elle a toujours été étouffée. On ne devait pas condamner. C'est ça la question. En dehors de ça, il n'y a pas aussi... si on ne fera pas la place à Bofaya, Bofaya ne laissera pas Kazamba prendre le poste. Donc c'est ça en fait l'opposition. Non mais vous savez, tout ça simplement parce qu'au fait, nous avons fait de notre pays, on a fait que la politique soit le seul secteur qui paye. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le pouvoir sait aujourd'hui infiltrer l'opposition et créer ses opposants pour arriver à perturber tout. Donc moi je pense qu'il y a encore de l'espoir, à condition que l'opposition d'abord comprenne une chose. Et vous avez vu ce que nous avons donné comme suggestion ici, on suppose être tributaire rempli.
on suppose connaître tout. On ne veut rien à comprendre comme conseil, on pense qu'on est plein. Et c'est ce que nous sommes en train, nous, de vouloir amener à ce que les gens comprennent qu'à un certain moment, on a besoin des conseils des uns et des autres et qu'on ne soit pas considéré à une bouteille remplie. Ce n'est pas du tout bon. Donc nous pensons que l'opposition devrait changer les fusils de l'épaule et les choses pourront marcher. Maintenant là, ils sont en train de travailler sur la candidature commune de l'opposition. Et nous sommes en train d'encourager et de pousser que l'opposition puisse arriver à ça parce que ça sera le seul remède pour arriver, n'est-ce pas, à mettre, n'est-ce pas, à barrer la route à cette machine politique de la mouvance qui est en train de nuire le pays. Voilà un peu ça ce que je pense. Manik Moufaya, l'histoire risque certainement de se répéter. Est-ce que cette candidature commune d'opposition, elle pourrait être effective? C'est une des questions et puis on va évoluer. Bon, moi je pense que ça pourrait être effectif parce qu'il y a des acteurs politiques de l'opposition qui travaillent. Je parle à l'occurrence de Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Mouzitou, Sami Badibanga, Vital Kamerhe et les autres qui travaillent justement par certains rapport... pourront se désister. Voilà, Vital Kamerhe se désister par exemple, ou Félix laisser la place à Kamerhe, ou Badibanga dire voilà, moi je me retire. Écoutez, madame Nancy Odia, vous devez savoir que ça doit se faire, ça. À l'heure actuelle, d'ailleurs, moi je l'ai toujours dit, que nous sommes en train de dépasser même le cap de l'opposition politique. Le mal est tellement profond et nous sommes obligés de se transformer à des hommes de lutte. On fait la lutte contre un régime de prédateurs. La question de l'opposition, c'est une question d'un état d'esprit. C'est vrai, il y a certains qui sont beaucoup plus fragiles, qui sont malléables à l'égard du régime à place. C'est comme ça qu'on parle de débauchage. Certains ont été débauchés pour de fins qu'on a connues. Mais il y a de ceux qui sont là, caractérisés par une stabilité politique de grande taille, qui luttent contre ces régimes de dictature, ces régimes de prédation, ces régimes qui fait souffrir tout un peuple. D'ailleurs, moi si je voudrais parler en termes de l'opposition, je dirais que tout le peuple congolais est opposant. Parce que devant le mal, devant la justice... Utilisez justement la population pour atteindre vos objectifs. Non, on a vu 15 ans, je présente des émissions de débats politiques, oui. Je fais la chronique, et j'ai vu des opposants de toutes sortes passer, changer de cap, et après on oublie la population. On s'en fait en fait comme marche public. Non, pas du tout, madame. Vous vous souvenez, en 2015, lorsqu'il y a eu un grand débat autour du fameux article 8, qui faisait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, cette opposition-là a travaillé. Il a travaillé jusqu'au point qu'on a extirpé cette disposition fâcheuse au sein de notre loi électorale. Aujourd'hui, les opposants, je l'ai même dit dans mon propos précédent, que cette opposition a beaucoup travaillé pour qu'on en arrive là où nous sommes maintenant là. Si le régime en place a cédé, si M. Kabila a cédé, c'est grâce aux efforts de l'opposition politique. Vous avez tout à l'heure dit qu'il y a certains pays où on ne parle même pas de l'opposition. Mais je parlais de la Chine. J'ai des amis chinois parce que je suis allé là-bas plusieurs fois. C'est parce que ça, c'est un État... Mais on a du mal à comprendre ce que vous faites, vous, avec votre opposition. Mais c'est justement... qui avancent et d'autres qui les tirent. Mais justement, c'est là où il y a des hommes normaux. Chez nous, le Congo devient comme un site touristique où on peut visiter là où il y a de mal qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Si vous voulez voir comment est-ce qu'on tue le peuple congolais, vous avez vu comment est-ce qu'on a fait les grands carnages, le massacre à Béni, le massacre du Kassai. Ça ne se fait qu'au Congo, où on arrête les journalistes comme on veut, où on arrête les opposants comme on veut. Ça ne se fait qu'ici au Congo. Et vous voulez que cette opposition-là reste calme? Regardez comment ces gens-là sont en train de tripatouiller les systèmes politiques de notre pays. Non, cette opposition doit marcher. Par exemple, en parlant de la machine à voter, je considère la CENI comme, c'est vrai que c'est une institution électorale, une institution de la démocratie, comme un arbitre qui voudrait arbitrer le match qui oppose deux équipes. Mais seulement pour faire ce rôle d'arbitrage, il faut respecter les règles du jeu. Si un arbitre brandit un carton jaune, on comprend c'est pour avertir une faute qui a été commise. S'il brandit un carton rouge, c'est par rapport à une faute lourde que chacune de parties a commise. Mais curieusement, on se rend compte que l'arbitre qui devrait être soumis aux règles du jeu nous brandit un carton qui n'a pas été réglementé dans la règle du jeu, un carton vert. Je parle donc de la machine à voter. Voulez-vous que cette opposition soit là pour regarder, bon voilà, vous êtes arbitre, vous êtes le maître absolu du terrain, vous pouvez faire tout ce que vous voulez? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que ce combat-là, c'est un combat
combat de la démocratie, que ce soit la CENI, que ce soit le pouvoir en place, que ce soit l'opposition politique, nous nous battons pour le bien-être de la population congolaise. Si le régime en place ne fait pas bien son travail, je crois que l'opposition se mettra là pour barricader la route afin de pouvoir... Puisque vous parlez de cette fameuse machine à voter, oui, qui s'invite toujours dans les débats, même lorsqu'elle n'est pas prévue. On en dit que c'est simplement un prétexte. C'est vrai que les politiciens, vous ne dites pas la vérité. Sur le plateau de télévision, c'est un discours et dans les salons politiques, c'en est un autre. Est-ce que ce n'est pas simplement un prétexte pour bloquer l'organisation des élections parce que vous n'êtes pas prêt? Madame, je voudrais d'abord répondre à Bissi Moké. En fait, aujourd'hui, au Congo démocratique, nous avons ce qu'on appelle l'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire. En principe, ce qu'il dit là devait être joué au sein du Parlement. Au sein du Parlement, où il y a intervention des ministres des Finances, des budgets et autres, au Parlement. Mais je crois que vous êtes sans ignorer la façon dont notre Parlement aujourd'hui fonctionne. L'opposition ne descend pas dans la rue par plaisir, mais c'est par rapport, c'est parce que parfois elle est déçue au Parlement, raison pour laquelle elle doit se rabattre dans la rue, par des meetings. C'est peut-être parce qu'il n'est pas entendu. Quand il parle que l'opposition doit aller voir la CENI, elle l'a fait, mais vous avez trouvé comment la CENI a raboué les candidats présidentiables. Presque elle les avait chassés de la salle. Alors faut-il que monsieur, cette opposition fasse quoi selon vous? Je suis navré quand il dit ça. Vous savez, madame, le problème, ce n'est pas un problème de l'opposition aujourd'hui. Pour dire que, mais évidemment, il y a des gens qui ont défilé, qui étaient opposants. Moi, ils laissent le peuple, non. Les pays évoluent par rapport à l'alternance au pouvoir. Si vous avez aujourd'hui, par exemple, vous avez des gouverneurs qui ont fait 20 ans comme gouverneurs. Vous avez des bourgmestres qui ont fait 15 ans comme gouverneurs dans la ville de Kinshasa ici. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose à des gens comme ça? Parce que vous savez que le pouvoir rend ivre et on a tendance à en abuser. Souvenez-vous de l'histoire romaine de Caligula. Caligula avait très bien commencé. Mais comment il avait terminé? Il était devenu presque un roi, on l'appelait un roi fou. Parce que le pouvoir rend ivre. C'est comme on a une femme à la maison, au début vous allez lui amener des paniers, des blouses, des babouches. Mais après 5 ans, 6 ans, vous vous fatiguez. C'est ça en fait. Raison pour laquelle on parle de l'alternance. Parce que lorsque... Déjà quand vous dites ça, vous continuez. Voilà. Lui il dit qu'il continue avec les cadeaux, il ne se fatigue pas. Merci. Ça c'est bien, ça a félicité. Mais dans le pouvoir rend ivre et on a tendance à en abuser. Personne ne peut faire 10 ans, 15 ans et toujours bien. Les exemples sont légion. C'est pour ça que les conseillers, 2 mandats, 3 mandats que vous laissez et que les autres prennent la relève. C'est dans ce sens-là. Mais la machine à voter, je vous ai la machine à voter, madame, on a l'impression que c'est simplement un prétexte de la part des opposants parce que vous n'êtes pas prêts pour ces élections. En droit, la forme précède le fond. Comme venait de dire mon camarade ici. Nulle part on parle de la machine à voter. La machine à voter a été évoquée dans la loi électorale, dans l'article 40. Mais dans l'article 237 de cette même constitution, il dit que pour cette élection en cours, il est conseillé d'utiliser les bulletins à papier. Le vote à papier. Raison pour laquelle le calendrier électoral de Nanga du 5 novembre 2017, il parle de l'acquisition des bulletins au mois de novembre de cette année. Donc déjà sur le plan légal, cette machine ne peut pas avoir droit de citer. Vous n'avez pas sauté sur cette opportunité-là, vous, de l'opposition particulièrement? Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, madame, si le pays est en train de se détruire, c'est le manque de respect des textes. La CENI ne peut pas être à l'encontre de la loi. Du président de la République, oui. Alors là, il faut encore vérifier. Mais pas de la loi, qui est censée la régir, qui est la loi électorale, qui ne parle ni le mal de la machine à voter. Vous savez que nous sommes dans un pays pauvre, madame, où tout est lix. Il y a des coins où nos mamans n'ont jamais vu même un portable, ni même une radio. Alors lorsqu'on va vous présenter à des mamans comme ça qui, au fin, faut dire qu'ils n'ont jamais vu même une radio, une machine à voter. Je suivais un présidentiable qui était allé tester cette machine, qui est allé tester cette machine-là.
Parce que Nanga donne 3 minutes à chaque votant devant la machine. J'ai un confrère qui a fait 8 minutes. Hein. Merci, ça dépend d'un chacun. Mais nous avons aussi, j'ai aussi un monsieur, un présidentiel qui soit vraiment d'une famille aisée, qui a fait 6 minutes devant la machine. Mais il peut avoir traîné de soir. Hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc moi, vous avez... Non, permettez madame, nous dans notre pays, si nous voulons avoir... Vous savez qu'aujourd'hui, l'eau à boire, l'eau est un luxe. Vous avez des quartiers où les parents tapent sur leurs enfants parce que cet enfant bille de l'eau sans pour autant demander la permission à son père ou à sa mère. L'eau est devenue un luxe, alors nous avons une réserve, donc on veut même vendre au Tchad. Donnons-nous de l'eau à boire, donnez-nous du courant, parce que tout ça c'est du luxe. Mais si vous voulez aller plus loin pour la machine à voter, ce n'est pas pour aujourd'hui. Encore que, il y a des coins où on n'a pas du courant. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, à Wavre, en Belgique. C'est avec cette machine à voter qu'on travaillait, les élections qui étaient avec la machine à voter, il y a eu panne du courant à cause du chauffage des machines. Qu'est-ce que les Belges demandent aujourd'hui qu'on puisse faire le recomptage à Meni? Parce qu'il y a eu panne électrique. Les machines ne savaient plus comment fonctionner. Ça se passe où ça? En Belgique, où il y a eu panne d'électricité. Mais au Congo démocratique. Je vous retrouve tout à l'heure. Yannick, Manix Bofaya, est-ce que vous avez déjà touché à la machine à voter? Non, jusque-là non. Mais expérimentez-la quand même. Bon, on en parle. Je ne peux pas expérimenter quelque chose qui est illégal. Madame, le scrutin fonctionne sur base de principes. Et le principe fondamental d'un scrutin, c'est la confiance. Pourquoi voulez-vous qu'on puisse utiliser quelque chose qui fâche certains? Non, ça ne se conçoit pas. Cette machine-là, elle n'est pas voulue, qui fâche les textes, qui fâche la population congolaise, elle n'est pas voulue. Je me demande pourquoi une couche de la classe politique s'accroche à tout prix à quelque chose qui dérange une autre partie qui devra participer même à cette même élection-là. Ça ne se conçoit pas. Si nous voulons vraiment des élections crédibles, dignes, transparentes, admettons de moyens qui pouvaient mettre tout le monde d'accord pour que les élections soient véritablement transparentes. Supposons qu'on mette de côté la machine à voter aujourd'hui. Oui. Vous irez aux élections les 23 décembre? Bien sûr que oui, mais il n'y a pas que la machine à voter qui constitue le seul préalable. Vous êtes sans ignorer que nous venons de quelque part. Oui. Il y a eu l'accord du 31 décembre qui aujourd'hui constitue le cadre par excellence pour l'organisation des élections du 23 décembre 2018. Et cet accord-là a posé quelques grands principes de base. Le principe autour de la décrispation politique qui jusque-là, il n'est pas encore respecté. La loi, le dit accord a cité certaines personnalités comme de cas emblématiques qu'on devrait à tout prix décrisper pour migrer vers un climat de paix et de transparence. Je parle du cas de Moïse Katumbi, voilà, qui est notre candidat. J'en arrive là, donc la machine à voter, on la met de côté, mais tant que Moïse Katumbi ne rentre pas pour être candidat, il n'y a pas élection. Madame, vous avez simplement dévié le débat. Moïse Katumbi, c'est un sujet, c'est un cas dans l'accord autant pour Mouyambo, autant pour Diomindongala et ainsi de suite. Ce sont de figures emblématiques que l'accord a voulu imposer aux détenteurs de pouvoir pour nous faire migrer vers des élections véritablement démocratiques. On ne peut pas aller avec ces élections qui est décorée de beaucoup d'irrégularités. Par exemple, le cas de fichiers électoraux entachés avec beaucoup d'irrégularités, plus de 10 millions d'électeurs fauchés. Et vous pensez qu'avec cela, nous pouvons aller véritablement aux vraies élections? Il faudrait que Nanga, avec les experts de la CENI, arrive à nous identifier le vrai vérité au sein de la CENI par rapport aux allégations et aux remarques faites par l'opposition politique autour de la machine à voter, autour du fichier électoral, autour d'ailleurs, aujourd'hui il y a 2 ou 3 ou 4 candidats, si je ne me trompe pas, qui se plaignent pour le fait que la loi électorale donne la possibilité au candidat président de la République d'être protégé par les éléments de l'ordre, mais on constate que la majorité présidentielle a consolidé les efforts sur un seul candidat, alors que d'autres candidats commencent à être victimes. Voulez-vous qu'on parte avec ce type des élections? Alors, moi je dis non. On demande par exemple que s'il y a des problèmes d'ordre technique et d'accoutumance, d'habitude, en fait, de manipulation, je veux dire, de la machine, que tous les candidats, les familles politiques, les partis politiques sensibilisent leur base à l'utilisation de cette machine. C'est ce que la CENI demande aux politiciens de faire.
Oui, madame, c'est exactement ça les problèmes, parce qu'au fait, nous sommes dans les thèmes, les rôles de l'opposition dans les procès électoraux. Au fait, moi, je veux dire que, de prime abord, le premier rôle serait celui de s'approprier les procès électoraux. Ce que l'opposition a fait en déposant, n'est-ce pas, les candidatures au niveau provincial, législative nationale et présidentielle. Ça, au moins, on peut dire que l'opposition s'est approprié les procès électoraux. Et jusque-là, pour nous, ça augure des bonnes choses. Ça nous précise que, réellement, nous irons aux élections le 23 décembre. Parce qu'on ne voit pas les gens qui reculent, on voit tout le monde avancer. Le deuxième rôle serait celui, n'est-ce pas, de sensibiliser la masse pour qu'elle puisse comprendre comment avoir un procès électoral apaisé. Mais le problème, c'est quoi? Et à ce stade-là, il y a des reculs, parce qu'il y a des principes sur lesquels les gens ne se sont pas accordés. Et c'est là que nous disons au niveau du progressiste Samy Badibanga et Rosiko, nous disons que la machine à voter pose problème pour une simple raison qu'il n'y a pas consensus. Et s'il y avait consensus et que la CENI nous explique pourquoi elle a recouru à cette machine, peut-être que les uns et les autres allaient comprendre sur le plan technique que cette machine valait mieux que les bulletins papier. Nous sommes en 2006, on a utilisé les bulletins papier, on a vu un grand homme de ce pays qui a failli brûler la capitale parce qu'il a estimé que c'est lui qui avait gagné les élections. Ça, c'était avec bulletin papier. Nous sommes en 2011. Nous avons vu un grand de ce pays qui a prêté serment dans sa maison, estimant que celui qui a gagné les élections, c'était avec bulletin papier. Et donc, il était seulement question que la CENI et le gouvernement acceptent ce que nous sollicitons, nous, au niveau des progressistes. Avec Samy Badibanga, nous avons besoin d'un consensus, que la CENI nous explique techniquement pourquoi a-t-elle recouru à cette machine. Peut-être qu'à ce niveau-là, il y aura parmi nous qui vont comprendre que de toutes les façons, ça vaut la peine. Parce qu'en réalité, madame, nous sommes en 2011, on avait moins de 500 partis politiques. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes au-delà de 800 partis politiques qui sont en train de compétir. L'accord nous a imposé des scrutins combinés. C'est-à-dire on tient les mêmes jours les élections provinciales, nationales et présidentielles. Permettez que je vous interrompe, s'il vous plaît. 30 secondes. Moi, je suis allé expérimenter la machine parce que je n'ai pas voulu en parler un peu en l'air. J'ai pris moi aussi 1 minute pour terminer l'opération. À la fin, j'ai eu mon bout de papier et que je pouvais mettre dans une sorte d'urne. Ouais. Dites-moi un peu, on me dit en plus que lors du comptage, c'est le manuel qui sera pris en compte d'abord et après l'électronique qui viendrait par la suite simplement. Alors, ça, madame, les techniques, parce que nous-mêmes, au niveau de la société civile, Nanga nous a appelés. Nous avons expérimenté la machine. On a compris. Mais au fait, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'il y ait ce consensus. Parce qu'au fait, il y a des partis politiques qui ont des techniciens qui allaient venir dans ces débats et présenter des problèmes techniques qui font peur que de pouvoir crier seulement dans le vide. C'est ce que nous demandons. Il faut à tout prix ce consensus qui nous permettrait d'avancer parce que franchement, nous croyons qu'il faut aller aux élections. Les conciliabules, la transition, tout ça, avec les progressistes, nous sommes plus d'accord avec ça. Les dialogues, on n'est plus d'accord avec ça. Certains sont déjà dans la tête du dialogue. Nous voulons à tout prix aller aux élections. Comme vous êtes dans la tête du dialogue. Non, je vais finir, je suis candidat député national à Lukunga. Nous sommes là pour de la classe politique. C'est pour dire que nous sommes mobilisés pour changer les choses parce que le pays va très mal. Le peuple souffre et un jour de la transition, madame, pour nous, en tout cas, ça sera le sang. Nous allons accepter compétir sur nous dans ce pays. Si encore une fois la transition dans ce pays. Le 23 décembre, on va aux élections. Donc là, nous avons fini. Je donne 1 minute à chacun pour conclure autour de notre thème, le rôle de l'opposition politique dans la réussite du processus électoral. Nous voulons que ce soit apaisé, même après le 23 décembre. Donc vous avez un rôle à jouer. Conclusion, 1 minute chacun, s'il vous plaît. Madame, c'est vrai, nous avons un rôle important à jouer pour que les choses soient apaisées. Mais quand les camarades parlent du consensus, je ne sais pas de quel consensus ils parlent, parce que le vrai consensus se retrouve au niveau des textes. Le camarade d'en face là a évoqué le problème de la loi électorale, il a évoqué le problème du calendrier électoral, et tout ça, parce qu'en droit, la forme précède le fond. Aujourd'hui, je vous dis que nullement vous verrez où on parle de la machine à voter. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, si vous voulez qu'on entre sur les plans techniques, vous savez que Nanga, finalement, a fini par accepter que c'est un ordinateur plutôt d'une machine, d'une imprimante. Nous tous savons ce qu'est une imprimante. Est-ce qu'une imprimante peut recevoir des données, peut extraire des données? La CENI a fait appel aux experts britanniques de Westminster. Vous concluez? Pour faire la certification de ces machines. Ils ont donné au moins 15 recommandations à la CENI pour que ces machines fonctionnent.
parmi les 15 recommandations, il s'avère que parmi de ces recommandations, il faut retourner certaines machines dans la compagnie qui a fabriqué ça pour qu'on puisse fermer certaines options. Vous avez une option qu'on appelle ISB. Ce port d'ISB permet à recevoir des données comme à extraire des données. C'est-à-dire c'est une option qui peut bien faciliter le bourrage des urnes. Ça, ce n'est pas l'opposition qui le dit. Ça, ce sont les experts britanniques qu'on a fait appel par la CENI qui dit ça. Non, en conclusion, madame, aujourd'hui, nous tous voulons qu'on puisse aller aux élections. Mais pas dans les élections vaille que vaille. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un peuple qui a trop souffert et qui n'a pas droit encore à une misère, même à une seule seconde, après le 23 décembre. Imaginez-vous. Nous voulons aller aux élections, mais que ce soit des élections transparentes. Que ce soit des bonnes élections, dans l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et non à la manière de Nanga, qui en fait aujourd'hui, qui de toute vraisemblance est l'archétype même du kabylisme. Merci. Yannick Bofaya, Manix. Merci beaucoup. Moi je pense que M. Nanga doit arrêter de faire son rôle de discothèque, qui n'est là que pour faire la musique demandée par la mouvance présidentielle. Je crois que l'opposition politique continue de faire son rôle, son travail. Elle ne lâchera jamais. Tant que le pouvoir en place ne veut pas respecter le principe de la gratuité de l'enseignement primaire, l'opposition se mettra là pour monter au créneau et dire haut et fort par rapport à son combat et par rapport à sa lutte. Tant que cette majorité présidentielle ne veut pas respecter les règles de la démocratie, l'opposition sera là. Et d'ailleurs, par rapport à ces élections, nous sommes en train de travailler très sérieusement parce que nous ne voulons pas répéter à 2 reprises les mêmes erreurs qu'on a connues. Nous allons aller aux élections, mais aux élections qui vont respecter le grand principe. Si la majorité présidentielle ne veut pas aller aux élections tout en respectant le texte, comme a dit mon frère, eh ben, il va s'écarter du jeu. Et l'opposition, avec la population congolaise, va s'approprier du jeu électoral et on va aller jusqu'au bout pour éviter les erreurs du passé. Le 23 décembre, c'est justement dans cet esprit-là que nous avons organisé cette émission autour des opposants. Alors, société civile, Augustin Bussimois, j'aime bien votre façon de nuancer. Alors, vous avez 1 minute. Oui, madame, je disais tantôt qu'avec le deux rôles que l'opposition a, celui de s'approprier les possibilités, ce qui est déjà fait parce qu'on a porté des candidats à tous les niveaux. Le deuxième rôle, celui de sensibiliser pour que tout le monde aille aux élections apaisées. Et donc à ce niveau-là, nous pensons que nous aurons élection parce que lorsqu'on voit toutes les parties prenantes, que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition, en tout cas tout le monde travaille pour ça. Tout le monde est en train de sensibiliser, tout le monde a payé la caution pour qu'on ait des élections apaisées et nous pensons qu'il y aura élection parce que nous, au niveau des progressistes, nous n'avons plus besoin d'une seule seconde de voir vraiment la mouvance actuelle au pouvoir par conciliabule, transition ou quoi. Nous voulons aller aux élections et changer les choses dans les renouvellements de la classe politique. Et que le meilleur l'emporte. Merci beaucoup, surtout ça. Merci à vous d'avoir été nos invités ce soir, MSR Ensemble, Pendé Ensemble, et également Société Civile à côté. Vous nous avez produit une jolie émission, un joli débat. Merci à vous. Merci. Et surtout à vous tous qui nous suivez partout à travers les mondes. Merci d'avoir été nombreux à regarder des sons de cloche. Et rediffusion jeudi minuit. Et d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme en compagnie de la Radio-Télévision nationale congolaise. Et bonsoir.